Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Mardi des Bernardins. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur KTO et à ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame. Et je salue également les nombreux spectateurs dans cette superbe salle du Collège des Bernardins. Une question enflamme l'actualité, vous le savez, après les révélations des écoutes judiciaires entre Nicolas Sarkozy et son avocat. Le secret professionnel est-il menacé ? En effet, à l'heure où tout ce qui n'est pas partagé, tout ce qui n'est pas transparent tend à devenir suspect, comment respecter le secret professionnel ? Quels sont ses fondements ? Souffre-t-il d'exceptions ? Doit-il être sanctuarisé, comme certains le réclament en ce moment ? A-t-il vocation à perdurer ? Nous verrons dans l'avenir. Quelles sont les perspectives éthiques, juridiques ou cliniques susceptibles d'éclairer cette pratique du secret professionnel ? 4 invités avec moi pour tenter de répondre à toutes ces questions. Merci d'être avec nous. Je présente d'abord Maître Jean-François Humbert. Vous êtes notaire, président honoraire de la Chambre des notaires de Paris. Merci d'être avec nous. À ma droite, Michael Fussel, philosophe, professeur à l'École Polytechnique. À ma gauche, Sadek Beloussif, chef de service en anesthésie-réanimation à l'hôpital Avicenne. Et vous êtes le président du syndicat national des praticiens des hôpitaux publics. Et vous êtes un des auteurs de cet ouvrage que je présente, Forum des Bernardins, Agir pour la confiance, un choix, un investissement. On est dans les questions de confiance, c'est tout à fait d'actualité. À votre gauche, un prêtre, le Père Emmanuel Petit. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant de droit canonique à la faculté de théologie, ici, au Collège des Bernardins. Merci d'être avec nous. On commence sur la question qui agite l'actualité depuis quelques jours et je vais poser tout de suite la question à Maître Humbert. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition simple du secret professionnel ? Le secret professionnel, c'est une confidentialité qui est due au client, au patient, au confident, par le professionnel qui reçoit certaines informations qui ne doivent pas ressortir de ce lien particulier qui existe entre le professionnel et son client. Nous aurons l'occasion d'en reparler parce que ces informations, il ne les a pas reçues pour lui-même, mais il les a reçues qualité de professionnel ou de confident. Et ce sont par conséquent des déclarations qui ne peuvent rester qu'entre lui et son client. Est-ce que l'un de vous, chacun dans vos fonctions respectives, vous pouvez compléter, mon père ? Dans l'Église, en tout cas, en droit canonique, il n'y a pas de secret professionnel en soi, ça, c'est pas le terme que l'on emploie. Je dirais, ce qui était intéressant du point de vue de l'origine de la chose, c'est que c'est une chose qui ne va pas absolument de soi. Dans l'Église, ce qui est très, très important au niveau du secret, c'est le secret de la confession. On parle du secret de la confession. On parle surtout d'abord du secret de la confession. Et ça n'a pas été toujours de soi, puisque l'origine de la chose, sa première affirmation, c'est un pape au 5e siècle, Saint Léon, qui s'insurge contre la pratique, contre l'obligation de faire des pénitences publiques. Il y avait cet usage de confesser publiquement ses péchés. Alors ça n'était pas réprouvé en soi, mais le pape s'insurge contre l'obligation qui est faite aux fidèles de devoir se confesser publiquement. Et c'est ça qui est à l'origine du secret. Et dans l'Église, ce qui va être vraiment sanctuarisé, c'est le secret de la confession. Historiquement d'ailleurs, dans notre droit en France, me semble-t-il, c'est de ce secret que découle ce que nous connaissons aujourd'hui sous la forme du secret professionnel. Donc c'est quelque chose qui finalement s'est imposé et dont la société a eu besoin. Ça s'est imposé à l'Église, je dirais, comme une évidence pour la confession. Et ensuite, ça s'est imposé dans la société, et le droit à protéger ce secret. Vous dites qu'il découle de l'Église. Quand on parle du secret professionnel, on pense à la relation avocat-client, prêtre confessé et médecin-patient. Bien sûr, aujourd'hui, le secret professionnel, c'est quelque chose qui découle d'un secret qui est d'abord un secret religieux, avec le secret de la confession. Puis, ça, c'est quelque chose qui s'est élargi, quelque chose dont la société a eu besoin. Je crois que c'est ça qui est intéressant et que montre l'histoire du droit. C'est quelque chose qui s'est élargi, vraiment. Et voilà, qui s'est imposé au fur et à mesure du temps, des siècles, avec force jusqu'à la législation actuelle. On termine avec le médecin, Sadek Beloussif. Je cite le serment d'Hippocrate, vous le connaissez, c'est quand même une définition qui a 25 siècles, donc tout le monde la connaît en fait. Quoi que je vois ou entende dans la société pendant ou même hors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas.
Oui. Et il est même dit que le médecin est astreint au secret non seulement de ce qu'on lui a dit, mais de ce qu'il a vu, de ce qu'il a compris et de ce qu'il a deviné. Donc c'est une définition qui est extrêmement large. Et elle est au fondement de la pratique médicale, on ne disait pas de l'éthique à l'époque, pour justement garder cette logique de confidentialité entre le médecin et puis son patient. Parce que Bertrand Herny, qui était un des grands responsables de l'ordre des médecins, disait en fait, il n'y a pas de soins sans confiance. Et il n'y a pas de confiance sans confidence. Et pour qu'il y ait confidence, il faut qu'il y ait secret. Mais il n'y a pas 3 professions qui sont astreintes au secret. Il y en a 4 en fait. Parce qu'il y a homme d'église, homme ou femme d'église, homme ou femme de justice. Il y a le médecin, puis il y a l'enseignant. Donc finalement, je trouve que votre présence est absolument bien. Voilà, il manque la parole du philosophe. Alors. Bienvenue, parce que ce sont 4 métiers pour lesquels toute société, toute culture et toutes époques ont induit une confiance particulière. Et donc une responsabilité qui est le pendant du secret. Alors, Michael Fussell. Ce sont 4. Déjà, est-ce qu'une chose à rajouter par rapport à ces définitions? Et Oui. en quoi, vous, en tant qu'enseignant, il y a... Alors moi, je suis astreint, comme tout enseignant, au secret professionnel relativement aux relations professionnelles que j'entretiens avec mes étudiants, bon, bien sûr. Mais je pense qu'il est quand même moins marqué que qu'il y a un secret. il y a une nécessité, en tout cas, de discrétion relativement à la notation ou à ce genre de choses. Par contre, évidemment, ce qui fait peut-être le point commun entre nos diverses professions et qui pose la question du secret, c'est de savoir, évidemment, ce que l'on fait de la vérité que l'on possède. C'est chacun ici, nous sommes détenteurs, alors à des degrés divers, d'une certaine vérité sur des individus, la vérité relativement à leur âme, relativement à leur corps, relativement à leur bien ou à leur possession, pour ma part peut-être relativement à leur savoir. Et cette vérité, il se trouve qu'elle intéresse le public. Elle intéresse le public ou elle intéresse l'État. Et par conséquent, nous sommes astreints au secret, c'est peut-être ça quand même la racine du secret, dans la mesure, du secret professionnel j'entends, dans la mesure où qui possède la vérité possède un pouvoir. Et ce pouvoir, évidemment, intéresse ceux qui sont intéressés à agrandir leur propre puissance, que ce soit des juges, que ce soit des gouvernants, que ce soit même des entreprises, dans le cas, évidemment, où l'information devient une marchandise. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut envisager la question du secret professionnel aussi, c'est un peu le philosophe qui parle, dans le lien qu'elle établit entre la vérité, ou une certaine vérité sur un individu, et puis le pouvoir que possède celui que détient cette vérité, et dont, d'une certaine manière, c'est cela l'acte de confiance qui préside au secret professionnel, c'est que celui qui est concerné par cette vérité, d'une certaine manière, la remet à un individu et est en droit, évidemment, d'attendre que cet individu n'en fasse pas un usage qui est un usage privé. Aujourd'hui, s'il y a tant de craintes s'il y a tant de menaces sur ce secret professionnel, ce serait, Maître Imbert, une peur de perte de pouvoir? Est-ce que vous arrivez à faire le lien avec ce que dit... Pas de perte de pouvoir, je ne pense pas, mais de perte de confidence. Et ce que vous disiez tout à l'heure me paraît extrêmement important. C'est semble-t-il, l'une des trois raisons pour lesquelles le secret professionnel existe. Cette confidence, c'est se fier. Confiance, c'est la même origine. Une personne, un client, un patient se fie parce qu'il fait confiance et en même temps, il se met en état de vulnérabilité. Il confie des informations parce qu'il a besoin d'un conseil, mais ces informations, il ne les confie que parce qu'il est certain que celui qui va les recevoir les conservera et en aucune manière ne pourra les retranscrire à quelqu'un d'autre. Vous parliez du fond religieux de nos civilisations, c'est Saint-Augustin, c'est exact, qui fonde le secret professionnel de toutes nos professions. Ce que j'ai entendu en confession, je le sais moins que ce que je n'ai pas entendu. C'est ça le fondement du secret professionnel. Et si le client de l'avocat, du notaire, le patient qui se rend chez un médecin n'a plus la certitude que ce qu'il lui confie restera uniquement entre lui et le professionnel, il ne le lui confiera plus, il n'y aura plus de confiance, il n'y aura plus de confidence. Le secret professionnel nécessite une relation entre deux personnes, mais nécessite également la certitude que la société, c'était l'Église, c'est l'État laïque aujourd'hui, mais que la société respectera cette confiance. Et dans l'actualité d'aujourd'hui, nous voyons bien que c'est cette crainte d'un non-respect de ce lien de confiance qui anime certaines protestations. C'est pour ça que ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de responsabilité. Parce qu'en fait, je crois qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas un secret, mais il y a 3 secrets qui sont emboîtés comme des poupées russes.
et qui est valable pour le médecin, mais je crois pour mes collègues. Il n'y a pas de soins sans confidence. Donc le premier élément du secret, c'est la confidence, c'est le respect à la vie privée, qui est pour tous. Il n'y a pas de confidence sans confiance. Ça veut dire que dans le secret, il y a le secret de la relation, j'ose pas dire contractuelle, mais entre ce soignant et ce soigné. Ces échanges-là sont une deuxième couche de secret ou de discrétion ou d'intime. Et il y a un troisième secret après, c'est il n'y a pas de confiance sans secret. C'est-à-dire que le secret, à ce moment-là, il est pour le médecin lui-même ou le notaire, j'imagine, ou l'avocat, ou le prêtre, ou l'enseignant. Que ce secret-là, ce véritable secret professionnel est une façon de pouvoir exercer pleinement son métier. Donc en fait, on a trois logiques plus que de discrétion, d'intimité, et qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a un respect de la vie privée de toute personne, et peut-être qu'avec, en passant de Gutenberg à Zuckerberg, de passant du livre à Facebook, ça change un peu les choses. Il y a un respect de la vie privée. Il y a un deuxième, c'est la logique contractuelle entre ces deux personnes. Les Anglais parlent de patient-client privilege, donc c'est un privilège. Et lors d'une écoute téléphonique, le policier américain, il doit commencer à écouter. Si jamais ça parle d'autre chose, il doit arrêter l'écoute. Donc il y a la bonne entente de sa relation contractuelle et puis un troisième élément seulement qui est véritablement le secret professionnel en tant que tel. Ce qui est très important, me semble-t-il, c'est que le secret, paradoxalement, c'est ce qui permet la parole. Le secret, c'est pas le silence, c'est au contraire la parole. C'est-à-dire que justement, par exemple, dans la confession, ce qui va permettre que le pénitent parle, c'est qu'il sait que ce qu'il va le dire restera secret. Et c'est ce qui va aider justement au processus de parole. De même chez le médecin, ce qui va aider à dire le mal dont on souffre, à montrer éventuellement ce dont on souffre, ce dont parfois on peut avoir honte ou ce dont on peut être gêné, c'est qu'on sait que ça ne sera pas montré. Donc ce qui est très intéressant du point de vue social et du point de vue humain, c'est que le secret, il est là pour aider la parole. Il n'est pas du tout là pour taire les choses. Donc d'emblée, on voit bien que le secret a une fonction sociale aussi. C'est pas seulement, il s'agit bien sûr de respecter l'honorabilité de la personne qui parle, sa vie, bien sûr, sa réputation, mais il y a une fonction sociale au secret qui est d'aider à la parole. Et la parole, justement, paradoxalement, va circuler parce qu'il y a le secret. Je vais parler à mon médecin, je vais parler au prêtre, je vais parler à mon avocat, etc. Je vais prendre conseil, et c'est ça qui va aider la parole. Dans le domaine judiciaire, par exemple, je crois, le secret est très important. Il n'y aurait pas de justice sans secret. C'est parce que je sais que même ce que je vais dire au juge éventuellement ne sera pas demain matin dans la presse que je vais pouvoir parler au juge. Sinon, je ne parlerai pas, évidemment, je vais me taire. Donc, le secret, la confidentialité, c'est indispensable. C'est indispensable chez l'avocat, mais c'est indispensable aussi chez le juge, indispensable d'une autre manière chez le commissaire de police, etc. Enfin, je pense que dans beaucoup de niveaux de la vie sociale, le secret est là pour aider la parole. Il n'est pas là pour maintenir un silence, mais pour aider. Donc on comprend bien que oui, c'est pour aider la parole, et donc oui, c'est pour aider le client aussi. Donc on n'est pas forcément dans la notion de pouvoir dont vous parliez. Elle existe, mais c'est d'abord pour protéger le client et pas celui qui est détenteur du secret. Bien sûr, mais la protection a bien lieu face au pouvoir. Pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez sur la confession, il y a un problème qui naît très vite dans la modernité, qui est qu'effectivement dans la confession, on est au moins trois. Le prêtre, celui qui se confesse, et puis Dieu. Et donc cette vérité que celui qui se confesse adresse au prêtre, en réalité, il adresse à un troisième terme qui est transcendant, qui est le terme divin. Mais il s'agit bien d'un secret, c'est-à-dire d'une vérité que j'arrache, que je refuse, que je cache au monde social, en réalité, aux autres. Bon. Et quand on a essayé de penser le secret professionnel dans la modernité, dans un cadre laïque, eh bien, on a quand même l'idée qu'on a maintenu cette idée, mais évidemment, elle se maintient de moins en moins facilement dans des sociétés sécularisées, que la vérité que j'ai sur moi, que je porte sur moi, ce qu'on appelle la vérité intime. Intime, c'est le superlatif d'intérieur, c'est-à-dire c'est ce qui est le plus intérieur à moi-même. Cette vérité, en réalité, je la sacralise. Je la refuse au regard des autres. Et évidemment, dans un cadre qui n'est plus un cadre religieux, dans un cadre démocratique, disons, laïque, cela pose le problème de la confrontation entre, ou même de la tension, entre ce qu'on appelle justement la nécessité du secret, le droit au secret, le droit au retrait aussi, et puis l'exigence tout aussi démocratique de publicité, voire, on confond parfois ces deux termes, on y reviendra peut-être, de transparence. C'est-à-dire qu'on est tout à la fois dans l'idée que nous sommes des individus qui avons, d'une certaine manière, le droit de maintenir sur notre propre intimité un regard, je dirais, propre et un regard individuel, et en même temps, nous exigeons, et là on voit bien dans le fait divers, enfin c'est pas encore un fait divers, l'information relativement aux écoutes
de l'ancien président de la République, on est dans un registre qui est un registre qui, de fait, concerne la place publique ou qui est sur la place publique. Est-ce qu'il devrait y être ou pas, c'est une autre question. Mais en tous les Cet cas, appel des avocats à un plus grand respect de ce secret professionnel, à une sanctuarisation même, c'est ce qu'on entend. Vous trouvez que c'est pas forcément une bonne chose? L'appel à la sanctuarisation du secret professionnel, je l'appuie, mais je ne l'appuie pas parce que il est remis en cause à l'occasion d'une affaire qui vise l'ancien président de la République. Les écoutes téléphoniques se pratiquent en France depuis fort longtemps. En général, ce sont les présidents qui les commandent ou qui les décident. Là, en l'occurrence, c'est un ancien président qui en est, alors je ne peux pas d'ailleurs dire victime, puisque c'est une décision de justice, donc cela, est-ce qu'elle est légitime ou pas, ce n'est pas à moi d'en décider. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes aussi, il faut bien s'en rendre compte, dans une situation, les écoutes téléphoniques en sont un exemple excellent d'ailleurs, nous sommes dans une situation où la technique rend possible des savoirs ou de la recollection d'informations qui n'était pas possible avant et qui fragilise aussi le secret professionnel, qu'on le veuille ou non. Vous citiez tout à l'heure Facebook, il est bien évident que le secret professionnel doit être maintenu autant que possible, sanctuarisé par la loi, il ne peut plus être par la religion au sens strict du terme, mais dès lors que nous possédons les moyens, pas nous individuellement, souvent ce sont des entreprises ou des États, de nous immiscer dans la vie privée des individus, il est mis en danger. La transparence, elle n'est pas la transparence, elle n'est pas opposée au secret, en fait, parce qu'elle va avec. Par transparence, qu'est-ce que je veux? Par transparence, je veux être sûr que le professionnel auquel je m'adresse est comptable de ses décisions ou de ses responsabilités, et que donc il est dans une logique d'honnêteté. Dans les deux cas, ce que je cherche, c'est de la responsabilité. La personne qui est dépositaire d'un secret parce que sa profession particulière fait qu'il doit savoir tenir sa langue. On est dans une logique d'honneur. Par le même honneur, je dois pouvoir être sûr que le médecin qui va me soigner, je dois connaître la transparence de ses relations avec l'industrie pharmaceutique, par exemple. Ça n'altère pas du tout le secret de la relation particulière entre un soignant et un soigné. Si par transparence, les journalistes exigent de connaître l'état de santé du président de la République, vous voyez bien que le secret professionnel ou l'état de ses finances, ou l'état de sa conscience, le secret professionnel est remis en cause fondamentalement. Mais précisément, je crois que cette notion de transparence, qui effectivement aurait aujourd'hui toutes les vertus, contrairement au secret qui serait un peu honteux. On l'a bien vu par exemple dernièrement dans une législation nouvelle sur la transparence dans la vie publique, le fait de tout dire, de ce que l'on est, de ce que l'on a, conduirait nécessairement à la vertu. Cette notion de transparence, on ne peut pas nécessairement et obligatoirement la généraliser à la totalité. Il faut bien faire la part des choses entre la sphère publique et la sphère privée. Et lorsque nous parlons du secret professionnel, nous parlons d'une sphère privée. Le client a également le droit à l'oubli d'informations qui lui sont privées et qui ressortent en définitive de son intimité. Nous ne sommes pas dans la publication de quelque chose qui a vocation à être su de tout le monde. Dans sa relation avec son avocat, le client qui vient le voir pour obtenir des conseils parce qu'il a fraudé le fisc, par exemple, a le droit d'obtenir des conseils, savoir comment se régulariser, sans que nécessairement cette information doive devenir publique. Donc, transparence, je vous rejoins entièrement, transparence dans la relation avec le professionnel, mais transparence également dans une sphère privée, avec possibilité ensuite pour le client que ces informations soient oubliées. Expliquez-moi comment la transparence peut être compatible avec le secret professionnel. Je trouve qu'on n'est pas dans une... Je trouve aussi l'articulation, je trouve très intéressante justement entre les deux. Par exemple, parce que justement, il me semble que le secret, ça ne consiste pas en soi. Le secret n'est pas là pour cacher les choses, contrairement à ce que l'on croit. Il est au contraire là pour les dévoiler. Par exemple, celui qui va se confesser, il confesse des péchés, mais bien sûr, ces péchés, il ne va pas les dire sur la place publique. Mais son propos, c'est bien de s'amender. Et d'ailleurs, on lui demande la contrition de ses péchés, donc le regret de ses péchés, pour s'amender et changer de comportement. Donc, pour changer de comportement social, c'est-à-dire que le comportement qu'il va montrer en sortant du confessionnal va être différent. Quelqu'un qui a volé, il va se confesser d'avoir volé, il le regrette, et lorsqu'il va sortir du confessionnal, normalement, il doit arrêter de voler, éventuellement, il va réparer ce qu'il a fait, donc son comportement va changer. On n'est pas là pour occulter quelque chose, on n'est pas là pour entretenir un déni, on est là, au contraire, pour aider à un comportement social. Et ce que je trouve très intéressant, ce que vous disiez sur l'articulation avec la transparence, c'est que quelqu'un qui va voir un prêtre, par exemple, pour se confesser,
il va voir un prêtre parce que le prêtre, il est le représentant de Dieu, celui qui représente Dieu, donc il sait que le prêtre doit lui dire ce que Dieu lui dirait. Et de ce point de vue-là, effectivement, le prêtre, lui, doit être transparent par rapport à Dieu. Il n'est qu'un... Voilà, il n'est qu'un intermédiaire, il n'est pas là pour donner son opinion, il est là pour donner les bons conseils que la personne est en droit d'attendre. De même que si je vais voir un avocat parce que j'ai fraudé, j'aimerais des conseils pour me régulariser, eh ben, c'est bien pour justement changer de comportement, et a priori je changerai de comportement en sortant du cabinet, et j'attends de l'avocat, on peut l'espérer, j'attends de l'avocat qu'il me donne des conseils qui soient des conseils honnêtes, évidemment, si l'avocat est encore plus... bon. Donc il y a bien une articulation entre effectivement quelque chose qui est caché, mais une transparence aussi, ça n'est pas contradictoire. Effectivement, le secret et transparence, ce n'est pas deux choses immédiatement contradictoires. La question de la transparence, c'est que transparence, en fait, c'est un pis-aller. La transparence, c'est une promesse contractuelle de non-arnaque. Donc c'est une question de forme, là où j'espérerais du fond. Et plutôt que transparence, je préférerais confiance. C'est pour ça que j'ai cité ce petit livre. Et dans ce petit livre, en fait, les responsables de ce forum font un lien entre ce qui est appelé une confiance horizontale et une confiance verticale. Confiance horizontale, c'est la relation quasi contractuelle que nous avons lorsque je vais acheter Lorsque je vais au bar prendre un café, eh bien, le cafetier a confiance a priori que je vais le payer. Et moi, j'ai confiance a priori que le café que je vais recevoir est un café de bonne facture. Donc, cette confiance, elle est essentielle dans tout rapport entre personnes, on va dire, sur un parti horizontal. Et puis, il y a une confiance verticale d'essence plus transcendante, qui est une confiance envers les institutions, envers les lois ou la justice de mon pays, comme on dit si bien. Et donc, dans la confiance, il y a ces deux éléments. Et il y a quelques structures dans la société ou quelques corps intermédiaires qui sont au croisement entre cette confiance transcendante, verticale, cette confiance relationnelle, et qui sont extrêmement précieux. C'est les associations, c'est les syndicats, c'est les corps intermédiaires. Et ceux-là sont extrêmement précieux. Et ce que je crois qu'il faut essayer de comprendre, c'est que l'homme d'église, l'homme de loi, l'enseignant ou le médecin, de facto, ils ont les deux composantes. Et c'est en ça que, finalement, si jamais je suis escroqué par mon plombier, ben voilà, je me suis fait arnaquer par mon plombier, voilà. Mais si c'est... c'est pas vraiment un lien de confiance qui est rompu. Si c'est mon directeur de confiance, de conscience, pardon, lapsus, si c'est mon avocat, mon juge ou mon enseignant ou mon médecin qui me trompe, là, c'est très grave. Ouais. Parce qu'il a profané sa propre profession. Donc on a une désacralisation extrêmement forte. Je crois que c'est en ça que ces quatre métiers... Et c'est ça qu'on comprend que le secret, c'est pas du tout l'ennemi de la vérité, bien au contraire. Il ouvre les choses, il facilite la communication, comme vous l'avez très justement dit. C'est-à-dire que le secret professionnel, les privilèges entre ces deux personnes... Donc vous n'avez pas le sentiment ici que la transparence irait désacraliser la transparence, votre profession. C'est faute de mieux. C'est faute de mieux, c'est parce que je ne peux pas avoir réellement confiance totale dans ces deux acceptions que finalement je vais me contenter de cette transparence qui est plus sur la forme que sur le fond. Mon père, est-ce qu'il y a des limites au secret professionnel ? Il y a des limites au secret professionnel, sans doute. C'est toujours une question, celle des limites. Parce que finalement, personne en soi... Est-ce qu'à un moment on peut le violer, ce secret professionnel ? Et est-ce qu'un prêtre peut le faire ? Ou doit le faire ? Personne en soi ne remet en cause le principe d'un secret. La question, c'est celle des limites, toujours. Pour le secret de la confession, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a des limites ? Certains théologiens ont dit, est-ce que certains crimes particulièrement odieux, alors à une époque c'était le crime de lèse-majesté, ne justifieraient pas qu'il y ait une limite au secret de la confession ? Ce qui est clair, c'est que pour le secret de la confession, on a dit non, il n'y a aucune limite, et le ministre qui est dépositaire du secret doit le garder jusqu'au sang. S'il doit périr pour protéger le secret, qu'il périsse. Au-delà du secret de la confession, il peut y avoir des limites. Il y a les limites qui sont dites par le droit, le législateur définit certaines limites, ça lui appartient. Il y a les limites, je dirais, qui sont celles que... Voilà, sans doute, il y a des limites au secret, mais il y a des degrés. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le prêtre qui reçoit des confidences, c'est couvert par le secret, et ce qui est dans le secret de la confession est absolument secret. Maître Habert, par contre oui. Alors pour le juriste, oui, il y a des limites, et elles sont nombreuses, elles sont même croissantes. Ce qui peut poser d'ailleurs un certain nombre de difficultés aux juristes lorsque, sur les dernières années, l'on voit cette croissance, qui est liée très certainement à ce qu'un historien américain, Schlesinger, qui est décédé il y a quelques années, rappelait, lorsqu'il montrait que traditionnellement, l'Occident, et notamment en Europe aussi, entre des politiques publiques qui font prévaloir l'intérêt général ou d'autres qui font prévaloir les intérêts privés.
Et incontestablement, nous sommes aujourd'hui dans une période où les considérations d'intérêt général ont tendance à l'emporter. Et ces limites sont très largement liées à des questions liées à l'ordre public. Le juriste, au nom du secret professionnel, et il se distingue du prêtre pour qui on conçoit bien qu'il y ait un sanctuaire, et du reste, la jurisprudence l'a reconnu, ce qui n'est pas le cas du juriste. Le juriste ne peut pas être le complice d'une infraction, et voire même en allant plus loin, le notaire qui est officier public a même l'obligation, de par le code pénal, c'est inscrit dans les textes, de dénoncer un crime dont il aurait connaissance dans l'exercice de ses fonctions. C'est bien une limite. Mais il y en a d'autres. Il y a les limites internes liées aux professionnels et il y a celles dont l'actualité parle actuellement, qui sont soit imposées par la loi, je vous en citais une, on pourrait en reparler sur l'obligation également pour le juriste de soupçonner qu'il pourrait y avoir une opération de blanchiment, et des limites de nature judiciaire. Le juge d'instruction, l'un des juges d'instruction qui était célèbre il y a quelques années, avait d'ailleurs dit que dans son activité de juge d'instruction, il n'y a pas de sanctuaire. On en pense ce que l'on veut, et c'est à ce titre que le juge d'instruction se reconnaît la possibilité de saisir, à l'occasion de ces opérations liées à la défense de l'ordre public, de l'intérêt général, se reconnaît la possibilité de saisir toute pièce, tout document, ce qui pose problème, par exemple, lorsque le testament d'une personne vivante qui a été remis au notaire pour être dans son coffre est saisi dans le cadre d'une perquisition, avec sans doute de très bonnes raisons pour voir s'il y a une infraction d'abus de faiblesse, mais il n'en demeure pas moins que, et nous en revenons au débat de tout à l'heure, ce testament avait été remis au notaire dans le cadre d'une relation de confiance, que ce testament peut contenir des informations qui n'ont été produites que parce qu'il y a une spécificité de l'activité de conseil, une reconnaissance de paternité par exemple, que la personne ne souhaite pas rendre publique avant son décès, et pour autant, alors qu'elle est toujours de ce monde, le testament se trouve être saisi. Donc, ces différentes limites qui existent ne sont pas définitives. La question qui se pose est de savoir quelle est la surveillance que l'on doit mettre sur ces limites, sur les atteintes qui viennent de l'extérieur. Est-ce qu'il y aurait un risque à casser la confiance avec toutes ces limites qui s'imposent de plus en plus ? Certainement, il y a en tout cas un risque à casser la séparation entre ce qui relève traditionnellement du privé et du public, surtout quand le public prend la figure du judiciaire, et la relation qui se noue entre un individu, un médecin, un confesseur, un professeur ou un notaire. Comme ça, on cite les quatre professions ici réunies. Cette relation, elle relève effectivement de la relation privée. Mais il serait aussi, je pense, assez illusoire de penser que on pourrait dresser un mur absolument étanche entre le public et le privé, tout simplement parce qu'il se produit dans les relations privées, parfois engageant des représentants de nos professions, des actes délictueux. Et à partir de là, je crois que il est non seulement légitime, il est même, je crois, tout à fait souhaitable que l'on puisse, que les autorités compétentes, en l'occurrence judiciaire, puissent accéder à un certain nombre d'informations. Ce qui est beaucoup plus problématique, évidemment, c'est que ces informations se retrouvent dans un deuxième temps dans la presse. Et là, on n'est plus dans le cadre, je dirais, d'une enquête qui elle-même est tenue au secret de l'instruction, mais alors à une transparence dans le mauvais sens du terme. Je crois qu'il y a deux niveaux à bien distinguer. Il y a nécessairement remise en cause ou limitation du secret professionnel dès lors qu'il y a enquête, c'est même ce qui définit le terme enquête. En revanche, la divulgation publique, et absolument sans aucune espèce de nuance, de ces informations, au-delà de ceux qui sont justifiés à les posséder, à savoir les juges, elle relève, je crois, du déni démocratique le plus caractéristique. Mais cela remet en cause non seulement le secret professionnel, c'est-à-dire la confiance entre l'individu, son médecin, l'individu et son conseil, mais ça remet aussi en cause la légitimité des instances judiciaires c'est pas toujours les juges qui font passer les informations dans la presse, c'est bien souvent les avocats, mais enfin, qui font passer ces informations dans le domaine. Alors, entre guillemets, public, mais qui relève plutôt ici de l'opinion, sinon même de la manipulation. Mais là, c'est du vol. Hein. Qu'un tiers soit détenteur de ces informations, même si c'est une autorité judiciaire, on entend aussi en ce moment, avec toutes ces menaces autour du secret professionnel, que c'est un risque pour la démocratie. Quand le secret professionnel peut être
divulgué par un tiers, même si c'est une C'est pour autorité ça judiciaire. que je vous ai peut-être mal compris. Je veux dire que dans le monde juridique, s'il y a une tension entre l'ordre public, entre le bien public, entre le bien de la société et de la collectivité, et le bien d'un individu, c'est la collectivité qui va gagner. Enfin, s'il y a tension entre justice d'un côté et puis autonomie ou bienfaisance ou pour la personne individuelle, c'est la justice qui gagne? C'est la justice du groupe? Mais incontestablement, aujourd'hui, nous voyons bien nos sociétés tenter de s'organiser pour essayer de résister ou de combattre des phénomènes de délinquance ou des phénomènes de criminalité qui se sont considérablement amplifiés avec l'abolition des frontières, les mutations des capitaux. On le voit bien, par exemple, dans la grande délinquance financière. Il est donc bien normal que les autorités publiques trouvent un moyen de résister. Le secret professionnel ne peut pas, à lui seul, être un frein à la poursuite de ces activités criminelles ou délictuelles. Après, tout est un problème de curseur. Et me semble-t-il, le débat auquel nous assistons dans les médias, c'est précisément un problème de curseur. Personne ne contestera que les autorités publiques peuvent poursuivre des activités criminelles. Reste à savoir qui peut surveiller, comment l'on peut surveiller les atteintes qui sont portées, qui sont légitimes, mais qui sont portées éventuellement au secret professionnel. Il y a un mot qui a été employé par tous deux qui, me semble-t-il, est très important et qui est l'une des justifications, l'un des fondements du secret professionnel, notamment pour le juriste, et plus encore pour l'avocat, c'est le mot de démocratie. La démocratie au sens où l'entendait Tocqueville, pas l'organisation des pouvoirs publics, mais une société de droits individuels, d'égalité, de liberté. Et cette démocratie vit à condition que les sujets de droit puissent faire valoir leurs droits, et donc puissent avoir un dialogue avec les professionnels du droit qui leur permettent précisément, en se livrant, de bénéficier de la possibilité de se défendre. Et la notion de défense, elle, est prégnante dans les débats actuels et est absolument indispensable. Mais c'est en ça que la personne qui a reçu ce secret, qui en devient détentrice, peut se justifier et être comptable de ce qu'elle sait par rapport à la société ou éventuellement au juge, sans pour autant trahir ce secret professionnel, en faisant valoir sa propre responsabilité. Tout à fait, mais lorsque, à l'occasion, par exemple, l'avocat peut dire de questions qui sont posées, il y a également des atteintes insidieuses. Lorsqu'à l'occasion de questions, une menace de garde à vue est faite à l'encontre d'un professionnel, s'il ne révèle pas ce qu'il sait qui lui a été dit, il serait mis en garde à vue, ce qui est une épreuve assez désagréable en général pour le professionnel. Nous sommes dans une atteinte qui n'est pas formalisée, qui n'est pas contrôlée. Et c'est la raison pour laquelle je pense personnellement que le secret professionnel, évidemment, ne peut pas être sanctuarisé dans toutes ses dimensions et dans toutes ses composantes. Pour autant, les restrictions à ce secret doivent faire l'objet d'un contrôle très strict et d'un contrôle adapté. Alors, selon vous, ce curseur, il se déplace dans quelle direction en ce moment? Quel est, selon vous, l'avenir du secret professionnel? Mais le secret professionnel, il n'est pas lié à une prétention aujourd'hui à la transparence et la tendance moderne, évidemment, avec les outils qui veulent que tout se sache. On en a parlé au début de ce débat. On voit bien que c'est lié à la nature humaine, c'est lié à la spécificité de l'activité de conseil et à cette exigence de confiance qu'il peut y avoir. Et la réalité de la nature humaine ne va pas s'effacer soudainement parce que des outils de communication ont été développés. Donc le secret professionnel qui existait il y a 2500 ans, vous le rappeliez dans le domaine médical, qui existait à Rome sur le secret imposé aux défenseurs, n'a pas de raison d'être, de stopper, de ne plus exister aujourd'hui. D'autant que ce secret professionnel n'est pas non plus spécifique à des pays comme la France ou l'Europe. On le retrouve également outre-Atlantique. La Cour de justice de l'Union européenne est une instance judiciaire de protection du secret professionnel. Donc c'est bien l'un des fondements, l'un des piliers de nos sociétés démocratiques. Bon. Pardon, allez-y, Salek Beloussif. Non. Est-ce que c'est pas justement un des derniers espaces secrets, un des derniers espaces qui subsistent aujourd'hui dans notre société quand on parlait des assauts, des nécessités de transparence? Le secret professionnel ou le secret... Ce secret professionnel.
Oui, certainement. Moi, en tout cas, je pense que dans l'histoire, me semble-t-il, il a toujours à la fois été menacé et il a toujours dû se défendre. Mais ça fait partie de son... Bon, il y a toujours une sorte de jeu un peu social qui est un petit peu complexe. Aujourd'hui, à nouveau, il y a des questions qui se posent, mais il y a toujours eu des questions qui se posent. Un aspect aussi très important, me semble-t-il, d'ailleurs, du secret professionnel, très utile socialement, c'est le fait que quand quelqu'un va voir un prêtre, un avocat, un médecin, il sait qu'il peut parler sans être jugé. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Dans le secret de la confession, par exemple, il est compris dans le secret le fait que le prêtre n'a pas le droit de tenir, par exemple, n'a pas le droit de reparler même à la personne qui lui a confié quelque chose, n'a pas le droit de lui en reparler après, et n'a pas le droit, évidemment, de changer son comportement à son égard. On ne doit rien changer. Et je veux dire, cette déontologie, si on peut dire, ce comportement, il est de même pour le médecin. Un médecin, évidemment, à l'égard de son patient, il ne doit pas dire à son patient, on peut éventuellement faire des remarques au patient, des observations, le gronder un peu s'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Néanmoins, évidemment, il y a vraiment besoin de cette confiance. Et ça, c'est absolument, je crois, indispensable du point de vue social. C'est qu'on sait que quand on va voir ce type de personnes, on ne sera pas jugé. Et d'ailleurs, c'est toute la question, sans doute, la question délicate du rapport entre le secret et la justice. C'est justement la justice juge, et que quand on va voir un avocat, un médecin, etc., on n'est pas jugé. Et à un moment, bon. Mais je crois que là, c'est indispensable, même à la justice. C'est-à-dire que la justice a besoin de ça. La justice ne pourrait pas fonctionner sans avocat, c'est évident. Et en vérité, si parfois peut-être les juges disent le secret du notaire ou de l'avocat nous gêne, en vérité, ils ont besoin de ce secret. Donc la question de la limite, c'est toujours une question inhérente à celle du secret, mais le secret, il est absolument indispensable à nos sociétés démocratiques ou à nos sociétés... Au Moyen-Âge, on avait déjà l'idée que c'était de droit naturel, disait-on. C'est-à-dire que ça appartenait à la nature des choses. On ne peut pas faire autrement, c'est évident. Je crois qu'il va aller croissant même. Je crois que ce secret va aller croissant parce que plus une société s'accapare sa logique démocratique et plus elle va gérer, accepter la diversité en son sein et plus elle va rendre justice ou égard à l'autonomie des personnes. Et finalement, nous comprenons bien que les moyens de communication modernes, avec leur amplitude accrue, finalement, nous forcent à réinterpréter et bien comprendre les différentes échelles d'accords que je donne. Quand je donne mon consentement, ou mon assentiment, ou mon approbation, ou mon accord, c'est pas la même chose. Ça veut dire que la façon que mon fils, qui a 20 ans, du jour au lendemain, il a fermé tout son compte Facebook. Je dis, ah bon, mais comment, pourquoi? C'était très bien, puis là, maintenant, c'est fini. Il dit, c'est fini parce que toutes les photos que j'ai postées et que j'ai mises, même celles que j'ai effacées, je ne peux plus y avoir accès. Donc, ce n'est plus à moi, donc ils m'ont volé quelque chose. Donc, il y a eu une rupture de confiance. Hein. On n'est pas loin de la logique de confiance et cette logique d'honneur. Marcel Pagnol fait dire à Rému, l'honneur, c'est comme les allumettes, hein, ça sert qu'une fois. Et je trouve que cette logique, non pas de défiance, mais de pleine confiance et de responsabilité. On comprend chacun les responsabilités, les codes, les droits, les devoirs que j'ai par rapport à mon ami à côté et aussi par rapport au groupe social. Je crois qu'on va se réapproprier cette notion de protection qui est donnée par la discrétion, la pudeur, la confiance. Étonnant. On pourrait voir donc en parallèle la hausse du besoin de transparence et la hausse du besoin de secret. Ouais. Bah, c'est-à-dire que ce à quoi on assiste très certainement, c'est à une professionnalisation du secret. Voilà. C'est-à-dire que c'est le secret non professionnel qui est le plus en danger dans notre société aujourd'hui, c'est-à-dire précisément tout ce qui n'est pas ou n'appartient pas ou ne relève pas de la protection de la loi, mais qui relève de la vie intime et qui, pour des raisons techniques essentiellement, ou pour aussi un désir de la part des sujets, des désirs parfois suscités par les entreprises, mais un désir de s'exposer, de s'exhiber, fait que le secret amoureux, le secret sexuel, le secret intime est de plus en plus, je dirais, remis en cause par nos sociétés de la transparence, tant et si bien que les individus sont tentés, et les lois de s'adapter aussi, de trouver des manières de le professionnaliser, c'est-à-dire de se protéger, en effet, de se mettre à l'abri parfois d'eux-mêmes, de leurs propres désirs, de leurs propres exhibitions. Comment la vie intime pourrait être sous le sceau du secret professionnel ?
Non, c'est-à-dire que quand je parle de secret professionnel, je pense par exemple, alors ça n'est pas dans la définition stricte du secret professionnel, mais je pense que, par exemple, au fait qu'on est aujourd'hui amené, enfin un certain nombre d'individus sont amenés à payer des professionnels pour, de certaine manière, reconstituer leur propre secret. C'est-à-dire que comme l'outil informatique a cette spécificité d'être une mémoire infinie, eh bien, il y a des entreprises qui d'ores et déjà existent, qui sont consacrées précisément à effacer les traces de la biographie de l'individu qui ne veut plus que l'on puisse avoir accès à son passé. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas le secret professionnel au sens de la relation entre deux individus. En revanche, c'est bien la reconquête d'un certain secret par des professionnels du secret, si je puis dire. En revanche, ce qui est remis en danger, ce qui est en tout cas remis en cause, c'est le secret, je dirais, le secret le plus élémentaire, celui que l'on a avec un ami, celui qu'on a avec sa compagne, c'est-à-dire ce qui se dit et qui n'est pas destiné à être répété, mais qui, pour des raisons, je dirais, encore une fois, essentiellement techniques, va se trouver très facilement accessible à tous. Et puis, il y a une autre remarque sur laquelle je voulais peut-être rebondir, par rapport à ce que vous avez dit. On a parlé pendant cette émission du secret professionnel. Effectivement, c'est une forme, c'est une structure, c'est un principe juridique, mais évidemment, on a, enfin en tout cas c'est l'impression que j'en ai, une perception un peu différente selon la nature du secret professionnel. Par exemple, on n'a pas du tout parlé du secret bancaire, qui a moins bonne réputation, et il y a de bonnes raisons à cela, que le secret médical. Le secret médical, évidemment, enfin, je veux dire, le secret, sa valeur se distingue quand même politiquement ou intuitivement selon son objet. Je veux dire par là que tout ce qui relève du corps, de la conscience, je pense que de manière démocratique, on admet assez facilement que cela ait une certaine forme de sacralité. En revanche, c'est seulement dans nos sociétés libérales que la propriété privée, qui sacralise la propriété privée, qu'apparaît quelque chose comme un secret bancaire celui-là résistera plus facilement, je pense, que le secret médical, qui a cette particularité, évidemment, de ne pas concerner l'individu comme tel, mais de concerner ses biens. Mais évidemment, comme nous avons tendance, et c'est un choix politique que l'on peut approuver ou pas, à identifier l'individu à ce qu'il possède, alors évidemment, le secret bancaire devient la forme la plus haute et la plus forte et la plus résistante du secret professionnel. Certains secrets médicaux sont difficiles ou controversés. Le patient qui est porteur du virus du sida, qui va voir son médecin et sa compagne ne le sait pas, le médecin ne peut pas prévenir la compagne de ce patient qu'il est séropositif. Alors on peut dire que c'est une non-assistance à personne en danger ou la limite au secret professionnel du médecin ne s'applique pas là ? Ah non. Et pourquoi ça a été décidé comme ça ? C'est décidé comme ça en disant que finalement, si jamais le patient... Même si ça met en danger la vie d'un tiers. Oui. C'est en ça qu'il y a une difficulté entre le bien de la personne et le bien du groupe social. Et pourquoi ça ? En se disant que finalement, si jamais le médecin, entre guillemets, dénonçait son patient à son entourage, on pourrait craindre à ce moment-là que le malade n'aille plus du tout voir son médecin, qu'il parte dans la nature et qu'il ne soit plus accessible aux bons soins ou aux conseils potentiels pour pouvoir aider. Donc on a des éléments, c'est pas toujours aussi net. Il y a quand même un présupposé, c'est que justement le secret a un sens, il est moral. C'est-à-dire que on pense bien évidemment que le médecin va inciter la personne à faire ce qu'il faut, à se soigner, à en parler, etc. Donc évidemment, le secret n'est acceptable que s'il est moral, que s'il a un sens. Le secret bancaire, il est utilitaire. Voilà, il est facilement scandaleux parce qu'il évidemment, il est dévoyé, il est détourné pour cacher de l'argent, etc. Le secret médical, évidemment, serait scandaleux s'il était détourné. Bon. Donc le secret, il a un sens, il a un sens moral. Ça, c'est très important. Pourtant, ça rentre en contradiction avec l'idée qu'on a que si on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à cacher. Ça dépend des régimes. C'est un peu simpliste. Des époques. Le secret a également, et me semble-t-il, c'est une de ses fonctions essentielles, une fonction de protection. Et je rejoins tout à fait ce que vous indiquiez. Qui protège-t-on ? Et donc, a priori, et celui qui doit être protégé, c'est celui qui s'est confié, qui s'est mis en état de vulnérabilité. C'est ce que vous expliquez sur ce malade, mais on pourrait trouver le même exemple pour un mineur qui va voir un médecin. Est-ce que le médecin pourra en informer ses parents ? Qui faut-il protéger ? Le secret bancaire, je ne sais pas si on protège le client ou le banquier. Or, le secret professionnel protège certainement pas le professionnel. Il protège le client, le patient, le confessé. Mais le secret bancaire, c'est valable aussi pour le secret d'État, pour le secret défense. Voilà, tous ces secrets qui deviennent un peu suspects aujourd'hui.
Alors qui sont Parce nécessaires. que ces quatre professions sont des professions d'honneur. Et il y a deux traits communs à ces quatre professions. C'est que, un, il y a le secret. Et deuxièmement, ces quatre professions, nous n'avons pas de salaire. Nous avons des honoraires. Parce que les premiers maîtres de philosophie étaient rémunérés par leurs élèves par des dons, parce qu'entre ceux qu'ils donnent, le savoir, l'enseignement, la sagesse, la connaissance et l'argent, il n'y a pas de commune mesure. Donc la seule façon de se revenir à égalité, d'en donner, recevoir, rendre, était de les honorer par des dons. Donc nous avons des honoraires. Donc il y a des logiques de sacralité particulière ou de responsabilité particulière que le corps social a mis dans ces quatre professions-là. Donc la personne doit s'en sentir, comment dirais-je, apte et responsable. Et donc le professionnel du secret, il doit à la fois être responsable par rapport à la personne qui lui a confié, et il doit aussi être comptable par rapport au groupe social qu'il a investi de cette mission particulière. Elle est là, la nuance. Vous êtes des hommes d'honneur. Cette logique d'honneur, évidemment, elle rentre aussi en tension avec, vous citiez Tocqueville, l'égalisation des conditions démocratiques, c'est-à-dire qu'on accepte de moins en moins facilement qu'il y ait, en quelque sorte, des professions qui aient un statut particulier, le prêtre peut-être encore, et encore, on a eu des débats récemment pour savoir si la confession face à des actes particulièrement graves, ça concernait ou non le juge. On parle du médecin, qui est effectivement la figure, quand même une des figures tutélaires du secret professionnel, mais il ne faut pas non plus méconnaître ceci, qu'il y a toute une catégorie de médecins, les experts qui travaillent dans les prisons, dont le savoir, enfin dans le cadre de la justice, dont tout le savoir judiciaire est immédiatement utilisé, puisqu'on va demander à un psychiatre de savoir de plus en plus si un individu doit ou non être relâché, s'il est ou non responsable de ses actes. Ce sont des exemptions qui sont prévues par la loi. Bien sûr, non, mais je ne dis pas que c'est illégitime, ce sont des cas particuliers, mais ce sont des cas particuliers qui évidemment manifestent la tension entre d'un côté, bon, parce que même un délinquant, même le pire des criminels, a droit au secret professionnel avec son médecin en droit, mais en fait, le législateur a jugé qu'il y a là une exception, un régime d'exception par rapport au cas normal, et que donc ce qui est l'ordre de son corps ou de son psychisme doit être non seulement connu par les services publics, mais en même temps utilisé pour prendre des décisions de caractère juridique. Et donc je crois que nous sommes là face à un phénomène, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, de plus en plus de substitution de ce qu'on appelle l'intérêt général, de ce qui est défini comme étant l'intérêt général, à la relation de confiance et d'honneur fondée sur le vis-à-vis entre un individu et par exemple son médecin. Ce que vous qualifiez là, on le rencontre bien du reste dans les situations, elles sont de plus en plus complexes et pour être traitées appellent un plus grand nombre de professionnels. Et c'est cette notion de secret partagé qui pose aux professionnels certaines difficultés. Que peut-il révéler à l'occasion d'une opération où d'autres professionnels sont présents ? Dans le milieu médical, plusieurs médecins se réunissent avant une opération. Que peut-on dire ? Certes dans l'intérêt du patient, mais qui relève du secret professionnel. On trouve la même difficulté entre un notaire, un avocat et un expert comptable qui sont autour d'une société. Que peut-on dire que l'on sait qui avait été confié antérieurement ? Et cette notion de secret partagé pose de vraies difficultés souvent aux professionnels, qui doit parfois demander à son client s'il l'autorise à transgresser son secret, même si certaines réglementations n'autorisent pas que le client puisse en dispenser. Michael Fossel, il reste quelques minutes là, donc on va faire un dernier tour de table. J'aime bien les notions d'honneur et de confiance. Finalement, là, autour de la table, il y a des hommes d'honneur parce que vous avez un secret qui est un peu supérieur au secret professionnel tel qu'on l'imaginait, enfin tel qu'il est en tout cas aujourd'hui présenté dans les médias. Est-ce que vous pouvez nous faire un lien et puis une ouverture ? Ce secret, pour qu'il soit sauvegardé, peut-être remis en valeur, il faut réintégrer des nouvelles notions d'honneur, notion de confiance. C'est difficile de réintégrer les notions d'honneur. Si elles ont disparu, elles n'ont pas disparu d'ailleurs, mais si elles se sont atténuées, c'est aussi en vertu d'évolutions massives, sociales et démocratiques. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ce qu'il faut peut-être essayer de penser, c'est que celui qui détient une vérité a en même temps une charge de ce point de vue-là et doit essayer par tous les moyens de la maintenir. Mais de la même manière que nous sommes dans des sociétés où règne de plus en plus l'idée d'une égalisation des conditions, de la même manière, l'idée qu'il y aurait des individus sachants
d'un côté, ceux qui ont un savoir et qui, en vertu de ce savoir, ont un pouvoir, et de l'autre, des individus qui sont dépossédés de ce savoir, ou qui se vivent comme dépossédés de ce savoir, cette idée est de plus en plus difficilement acceptable. Je crois qu'il faut la maintenir, et d'ailleurs c'est à cela aussi que sert toute la législation sur le secret professionnel, mais il ne faut pas, je crois, attendre, comment dirais-je, qu'il y ait dans ce domaine-là un pas en retrait ou un pas en arrière par rapport à des évolutions sociologiques ou démocratiques ou technologiques massives qui font que, de plus en plus, le dépositaire d'une vérité exclusive est suspect. Sadek Beloussif, Je dirais juste que le secret, c'est pas l'ennemi de la vérité. J'en profite aussi pour présenter une nouvelle fois votre ouvrage Agir pour la confiance, un choix, un investissement. Participation. Le secret, c'est pas l'ennemi de la vérité. Le secret, c'est le compagnon de l'honnêteté. C'est ce qui permet de garantir ça. Lorsqu'on va jurer de dire toute la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, on voit bien qu'elle a des facettes et que si je rajoute, je peux la pervertir, ou si je minore, je cache aussi. Le secret, c'est de pouvoir parler sans peur et sans crainte, et de pouvoir avoir un dialogue et une communication effective. C'est le paradoxe. Pour qu'il y ait une vraie communication, une vraie information, il faut qu'il y ait une part de secret. Alors Guitry disait, un secret, c'est quelque chose que l'on dit à une personne à la fois, mais bon. Pierre-Emmanuel Petit, à vous le mot de la fin. On ne peut pas avoir peur du secret. Un exemple qui illustre bien, par exemple, dans les prisons. On sait le rôle très important des aumôniers de prison. Justement, un directeur d'une prison, il veut tout savoir par définition. Il surveille les gens qui sont là, il veut tout savoir. Et pourtant, on sait combien c'est important le rôle des aumôniers de prison, qui sont justement des hommes à qui on peut se confier, qui ne parleront pas. Sans doute aussi, d'ailleurs, pour une part, les médecins, si la confiance peut bien s'établir. Donc et là, c'est un vrai rôle. On sait que les directeurs, par exemple, de prison sollicitent la présence d'aumôniers et comptent beaucoup sur la présence des aumôniers. Elle est très pacifiante. Donc on voit bien, je crois que quand le secret montre son efficacité, son rôle social, personne ne le conteste. Et les questions de limitation de secret, ça nous renvoie à la question de la déontologie du secret. Si on ne doit pas utiliser le secret à de mauvaises fins, c'est là qu'il est contesté socialement. Moi, je pense qu'il y a un bon sens populaire qui sent bien les choses et que les moments où on conteste le secret, c'est parce qu'il est mal utilisé. Le secret, il a un sens, il est moral, il est fait pour le service du bien et de la vérité. Merci beaucoup, mon père. Et merci à vous quatre pour vos contributions. Moi, je pense qu'il y a encore, on pourrait passer des heures sur ce sujet. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment mardi prochain à la même heure au Bernardin pour un nouveau mardi. Bonne soirée. Au revoir. Bravo.